Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette séance de l'après-midi de ce colloque sur le logement des familles. Je suis Pierre Chevillard, je suis journaliste spécialisé dans la construction en général et dans la maison individuelle en particulier depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années à peu près. Je suis rédacteur en chef du mensuel Faire construire sa maison et du site construire-sa-maison.com. Je suis ravi de vous retrouver parce que c'est un métier, si je le suis longtemps, c'est parce que c'est un métier qui est intéressant. C'est un métier qui a beaucoup de variétés. On l'a vu ce matin avec des approches urbanistiques, des approches de marché, des approches sociologiques. Beaucoup de difficultés aussi, mais c'est aussi un métier où les professionnels savent renaître de leurs cendres. Je me souviens du séminaire technique de l'UMF dont parlait Patrick Vendrome ce matin en 2008 à Budapest, où c'était une crise qui était extrêmement violente. Ben voilà, il y a eu très peu de défaillances, les constructeurs sont toujours là. On a vu aussi que les élus sont beaucoup plus proches de ces professionnels-là. Il y a une dizaine, une quinzaine d'années, je ne vais pas dire que c'était la guerre, mais que le climat était assez tendu. Aujourd'hui, manifestement, ça n'est plus le cas. Et ce sont des choses qu'on va pouvoir vérifier au travers de projets concrets, puisque c'est le but de l'après-midi, de voir comment on passe un petit peu de la théorie à la pratique en matière de satisfaction du besoin du logement, en logement des familles, pardon. Donc, pour nous accompagner cet après-midi, nous avons des intervenants de grande qualité. Isabelle Caron, qui est directrice de la société d'économie mixte Cnova, qui est là, si vous voulez bien nous rejoindre, s'il vous plaît. Sylvie Pergeline, qui est directrice de l'Association des maires de France de Loire-Atlantique, qui nous aura le point de vue des élus où vous voulez. Sophie Baron, qui fait partie des rares femmes à être constructeur, constructrice de maisons individuelles. Je ne sais pas s'il y a un terme pour ce métier. En tout cas, bienvenue, Alliance Construction, donc constructeur de maisons individuelles. Nous avons Jean-Marc Bertrand, qui est directeur technique des maisons Priva en Vendée. Antoine Letilly, qui est directeur général du groupe Dominique Charles. Et Claude Tourteau, qui est directeur général de Maine Construction. Vous me laissez le canapé? Allez, Claude, viens avec moi sur le canapé. Claude, viens avec moi. Merci. Donc, oui, Stéphane Landman, pardonnez-moi. Toutes mes excuses. En plus, on s'était croisés au séminaire de l'UMF cette année. Je suis absolument désolé. Toutes mes excuses, monsieur Landman. Je vous en prie, installez-vous. Vous allez partager le... Ah non, fauteuil. Bon. Pardon. Merci. Donc, les premiers à nous présenter un projet, ce sera donc Claude Tourteau et Isabelle Caron, qui vont travailler sur des nouveaux quartiers, notamment sur un quartier qui est en rénovation urbaine, si je ne me trompe pas. Et vous allez nous expliquer comment vous avez travaillé ensemble. Je disais tout à l'heure qu'on avait pendant très longtemps vu un climat qui était parfois un peu tendu, où les élus, les professionnels du bâtiment, de la construction avaient du mal à travailler ensemble. Manifestement, ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ces deux quartiers, s'il vous plaît? Trois. On est venu. Alors, on va faire un binôme avec Claude Tourteau. Merci pour votre invitation. Donc, je suis ravie d'être là parmi vous et de témoigner en tant qu'aménageur institutionnel de l'agglomération du Mans et de la Sarthe. C'est une tâche valorisante pour nous. C'est vrai que vous avez probablement débattu ce matin, accompagné de chiffres assez alarmants de la situation que nous connaissons tous. Peut-être probablement situation plus difficile en Sarthe. En tout cas, les professionnels que vous êtes et Claude Tourteau qui travaille sur le territoire le sait. En 2008, quand nous avons commencé à connaître cette période de crise, pardonnez-moi, je vais changer d'élément de langage, cette période de grande mutation, puisque ce que nous avons connu avant, nous ne le connaîtrons jamais. Donc maintenant, il faut travailler autrement. Que fait un aménageur institutionnel comme Cnovia, qui est une jeune femme de plus de 50 ans maintenant, qui est née de l'initiative de la ville du Mans? Eh bien, comme vous, puisque nous sommes tous aujourd'hui, je crois, chefs d'entreprise, il faut changer nos modes de pensée, il faut faire un moment en arrêt sur image et se prendre de la hauteur, changer d'angle de vue, changer nos méthodes de travail,
nos modes de partenariat avec les professionnels tels que vous, et puis enfin changer nos modèles économiques. Donc 2008, je crois que l'aventure avec Men Construction, Maison Abordable, a démarré à cette époque-là. Nous avons donc mis en place une nouvelle méthode, donc sur une opération. Alors on va avoir le plaisir de vous présenter non pas 2 mais 3 opérations. Une opération qui est terminée, une qui est en cours et une à venir. Et donc vous allez comprendre comment effectivement nous avons changé et adopté nos méthodes. Donc la première opération qui s'appelle donc la ZAC de Banjan, qui est une opération qui est je la vois en image, qui est à 500 mètres du centre-ville du Mans. Donc on est vraiment pratiquement en centre-ville. Donc il s'agissait dans les années 2007-2008 de vendre le dernier macro-lot. Devant la difficulté d'assurer donc la commercialisation de ce lot, nous avons inventé, ou en tout cas trouvé un montage avec Men Construction, un montage économique. C'est-à-dire un montage économique qui permet de partager les valeurs et de partager les risques, et donc de partager les risques aussi financiers. Un aménageur traditionnel, comme vous les connaissez, société d'économie mixte, eh bien on est comme tous les aménageurs, on vend le foncier. Une fois qu'il est vendu, le promoteur ou l'aménageur, le constructeur, pardon, réalise son opération. Qu'est-ce qui est cher pour vous, professionnels ? Ben, c'est dans un premier temps d'acquérir le foncier. Quand il s'agit de macro-lots qui sont importants, eh bien vous portez le risque financier, vous allez porter aussi les dépenses, taxes foncières, etc. Donc on s'est dit, ça fait longtemps qu'on porte ce foncier, et une opération réussie, c'est une opération qui se vend. Ben, tant que c'est pas vendu, c'est pas une opération réussie. Et on a proposé à Men Construction un montage en 2 phases. Je ne vous vends pas le foncier, vous allez chercher vos clients, et on va signer 2 actes. Vous allez vendre votre maison et je vais vendre à votre client le terrain. Donc, on ne fait pas porter au constructeur la charge foncière et tous les frais afférents. Et ça permet, je parle sous le contrôle de M. Tourteau, d'alléger, je dirais, le bilan financier de sa propre opération. Alors, on a eu beaucoup de chance, peut-être qu'on était juste à une période où c'était encore le moment de vendre, et je félicite Claude Tourteau et son équipe, puisque si mes souvenirs sont bons, l'ensemble de l'opération, qui comprend une quinzaine de maisons de ville, a été vendue en moins de 9 mois. Voilà. Donc, fort de cette expérience, on s'est dit, ben, on va la renouveler. Alors, les confrères et néanmoins concurrents de Men Construction se sont dit, oh là là, c'est bien ça, pourquoi pas nous ? Nous, on est mariés avec personne, au contraire, on se fiance avec tout le monde. Quand ça se passe bien, on va jusqu'au mariage. Et donc, nous avons reconduit cette expérience sur une deuxième opération qui est en réalisation aujourd'hui, qu'on appelle communément de ce mot galvaudé écoquartier, qui avait du mal à démarrer. Alors, je vous parlais tout à l'heure de changement de méthode. Il y a moins de 15 ans, chez Cenovia, c'était donc la période faste qui fait encore briller les yeux de mes collaborateurs. Les gens faisaient la queue à la porte de Cenovia pour acquérir du foncier. C'était formidable. Je pense que vous avez tous connu ça, où même les gens faisaient la queue chez vous pour acheter leur maison. Ce temps-là est révolu. Et donc, nos collaborateurs, à la demande aussi de nos élus, on faisait en sorte d'aménager du foncier en vue de préparer les futures ventes. Il s'avère qu'il y a eu un arrêt sur image dans les années 2008, et que malgré tout, en bon aménageur que nous sommes, nous avions réalisé les VRD, les voiries, les pistes cyclables, jusqu'à poser les boîtes aux lettres. Ce temps-là est révolu, ces méthodes-là sont révolues. C'est-à-dire que vous-même, vous ne lancez une construction que quand vous avez le client et que vous avez un premier apport financier. Eh bien, nous, on fait pareil, parce que ça paraît logique.
Donc sur cette opération qui avait du mal à démarrer, on a reproduit donc l'exemple de Banjean, et on l'a reproduit pour Maine Construction et 2 autres constructeurs locaux. Donc ça, c'est une belle expérience. Toujours changement de méthode, c'est-à-dire qu'on arrête de, je dirais, faire des aménagements pour le plaisir, ça n'existe plus. Parce que au-delà de la pose de la boîte aux lettres, gros problème, c'est qu'on est allé aussi très très vite dans le calibrage des parcelles. J'ai donc reçu, quand j'ai pris mes fonctions, tous les partenaires locaux, et je leur dis, voilà, pourquoi ça ne marche pas, quelles sont vos contraintes, et comment on peut travailler ensemble pour lever ces contraintes. Et sur l'écoquartier cartoucherie, qui est également une opération d'aménagement qui fait environ 800 logements, qui est vraiment rattaché au tissu de la ville du Mans. On a fait un tour de table avec les professionnels que vous êtes, et on s'est dit, voilà, votre produit, c'est quoi? Comment il rentre dans la parcelle? Elle est trop petite, elle est trop grande. Les accès garages sont pas aisés. Eh bien, on remet à plat. Alors nous, aménageurs, vous savez, on est des gens très très exigeants. On a tendance à vous vendre le foncier trop cher, ça on le sait. Et en plus, au moment de signer les actes de vente, on vous colle en même temps un cahier des charges de cession de terrain avec des contraintes environnementales, urbaines, sociales, architecturales, qui fait que très souvent, les constructeurs locaux referment le cahier des charges et disent à leurs clients non, on ne peut pas aller chez Cenovia, c'est trop compliqué, ça va vous coûter trop cher. Même chose, qu'on soit marié, fiancé, avec un contrat, j'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, à mes élus et également aux partenaires, un contrat ça se fait, ça se défait, ça s'avenante. Et donc, toujours avec Maine Construction, Monsieur Tourteau, un jour, vient me voir et me dit Madame Caron, voilà, j'ai du mal à poser mon produit sur vos parcelles. Est-ce qu'on peut recalibrer les parcelles? Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on est en capacité, toujours dans cet esprit de revoir nos méthodes, de changer également nos cahiers des charges. Tout simplement parce que, accessoirement, on est intelligent. Mais surtout parce que voilà, il faut répondre aussi à un moment à un besoin des familles, à des contraintes des constructeurs ou des promoteurs. Et puis, autre phénomène, il y a 4 ans, je recevais encore des clients qui me demandaient des terrains de 1000 m². Donc autant vous dire que déjà en centre-ville, c'est extrêmement rare. En première couronne également. Au bout de 4 ans aujourd'hui, on nous demande du foncier de 200 m², parfois 250 maximum, que ce soit les constructeurs, mais aussi les prospects individuels. Parce que peut-être l'avez-vous abordé ce matin, l'évolution de la cellule familiale fait que nous sommes aussi obligés de recalibrer nos parcelles, notre foncier, par rapport notamment aux familles monoparentales. Donc cartoucherie, ça a été cet exemple-là. Comment on se sert d'une expérience qui a été très positive? Comment est-ce qu'on amène nos équipes à repenser le projet sans le dénaturer? Parce que c'est là où on est aussi très très exigeant. On doit assurer la qualité des espaces publics de nos opérations. Et enfin, Monsieur Tourteau, vous m'interrompez, hein, parce que j'ai rien à faire, c'est un parfait. gros problème, c'est que j'adore mon métier et j'ai tendance à être très content que trop tu soyez venu, madame. Tu vas nous expliquer après, Claude. Tu vas nous expliquer, promis. Troisième opération, plus sur le territoire de la ville du Mans, mais sur Allonne, qui est la deuxième plus grosse ville de l'agglomération. Donc, un écoquartier qui s'appelle la ZAC des Perrières. Vous parliez de zones de dossiers en rue. Alors, on va l'être très très prochainement en périmètre en rue. C'était le cas de Banjean, ce que j'ai pas précisé. Mais on n'est pas dans la rénovation traditionnelle telle que vous l'entendez. C'est plus de l'urbanisation en fait. On est sur de l'urbanisation nouvelle. Donc sur Perrières, fort de ces 2 expériences, le mode
le mode de travail et le mode de contrat avec un constructeur. La contrainte de trop calibrer et trop démarrer en amont les travaux, on s'est dit, sur cette opération-là, très très en amont, avant que nos urbanistes se fassent plaisir à dessiner jusqu'à la parcelle, on va tout de suite intégrer les acteurs locaux, c'est-à-dire les constructeurs, les promoteurs, les bailleurs sociaux. Quels sont vos besoins? C'est quoi la typologie de vos projets? Parce que les bailleurs sociaux, il faut le rappeler, en tout cas chez nous, donc sur le territoire de l'agglomération mancelle, il y a 4 ans, on me demandait dans les programmes d'habitat de faire du collectif. C'est terminé. Enfin, le collectif R+5 avec 3, 4, 500 logements dans un programme immobilier, ça n'existe plus. D'ailleurs, tout simplement parce que les manceaux n'en veulent plus. Voilà, et les bailleurs sociaux n'en veulent plus. Donc là, encore une fois, on retravaille la typologie. Et puis, on fait ce que j'appellerais du brainstorming avec l'ensemble des partenaires en disant, voilà, vous, votre produit, c'est quoi? Parce que derrière, est-ce que vous avez du prospect pour ça? Est-ce que vous avez de l'investisseur? Les bailleurs sociaux, quelle est votre programmation sur les 5 ans? Plutôt de la maison de ville, plutôt du logement intermédiaire? Et on va travailler ensemble. Et souvent, les constructeurs et les promoteurs se mettent en rapport avec les bailleurs sociaux, puisque vous savez que le modèle économique d'un projet macro-lot s'équilibre quand vous avez souvent un client bailleur social qui va vous prendre quelques lots, voire pour certaines opérations qui capotent, l'ensemble des lots. Donc, fort de cette expérience, aujourd'hui, on va faire du sur-mesure, voilà, en fonction des besoins, parce que il faut avoir l'intelligence aujourd'hui de travailler ensemble. Les constructeurs ont une clientèle différente d'un bailleur social. Le promoteur immobilier d'envergure nationale travaille avec des investisseurs. Il faut mettre en synergie toute la dynamique locale. C'est un rôle de chef d'orchestre finalement. Alors, c'est vrai que c'est la définition pour moi de ce qu'est une société d'économie mixte, c'est effectivement d'être chef d'orchestre et de mettre autour de la table les intelligences privées au service de l'intérêt général. Alors justement, le constructeur, avec ce chef d'orchestre, comment il a joué sa partition? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Comment ça s'est passé? Déjà, c'est une rencontre, j'allais dire entre un homme et une femme, mais surtout entre un architecte et un constructeur. Donc, comme quoi un architecte et un constructeur, ça peut se parler, ça peut se comprendre et ça peut s'entendre dans le temps, parce que Mme Caron est architecte à la base. Ce qui pendant longtemps n'a pas été gagné. Il faut le noter. Non, on est arrivé, enfin pas par hasard, parce qu'on avait tapé un petit peu à la porte de la SEM à l'époque, elle s'appelait comme ça, pour venir travailler avec eux. Et on était sur Bangeant pour revenir sur Bangeant, sur une ZAC, donc une zone en rue qui était déjà un peu aboutie, où un promoteur avait lâché l'affaire sur 15 lots. Et nous, on est arrivé avec Madame Caron, on s'est regardé bizarrement la première fois, mais on s'est vite compris. On a dessiné les maisons et on est rentré dans ce système économique qu'elle vous a parlé. Pour rentrer un peu plus dans le technique, Bangeant, ce sont des parcelles qui font entre 150 et 160 mètres carrés, donc c'est vraiment tout petit, avec des façades de 6 mètres 50. Donc c'est vraiment du chausse-pied. Donc on s'est calé sur ça et la réglementation urbaine de la zone. Et derrière, il fallait du label BBC parce qu'on était en zone en rue. Donc ça, on s'est aussi adapté à l'époque. On était déjà sur ça. Mais le modèle économique, c'était pour ne pas rentrer dans la VFA, qui amène des surcoûts financiers relativement importants et des contraintes, on dit, de pas mal de choses. On a monté un système où la SEM, enfin Cenovia, restait propriétaire du foncier. Le client achète son foncier en direct. Et nous, on lui faisons signer un contrat de construction de maison individuelle. Et pour revenir sur ce que disait Patrick Van Drome, c'est que, à part pour sécuriser le client en VFA, il est hyper sécurisé juridiquement, il n'y a que le contrat de sémiste à côté qui peut le sécuriser de la même manière. Voilà. Donc, d'où l'intérêt qu'on a expliqué à Madame Caron de l'aménageur fait son rôle et vend le foncier à l'acquéreur, et nous, on construit notre maison avec notre contrat pour sécuriser le client. Et ça s'est très très bien passé puisqu'on a tout vendu en moins de 9 mois.
C'est une grande souplesse de fonctionnement en fait. C'est le modèle économique du constructeur qui permet de mieux s'adapter à ce type d'opération. Oui, et puis le client n'a pas volonté à être figé. C'est-à-dire qu'il a un aménageur avec un porteur de foncier et un vrai constructeur avec qui il va discuter. Ce n'est pas un promoteur de loin, ce sont des acteurs locaux. Ça aussi, c'est important pour les gens qui achètent une maison. En principe, ce sont des gens locaux qui achètent chez nous. Même si ici, en plus, on était en loi CELI à l'époque, en loi de défiscalisation sur cette zone-là, on a vendu à des investisseurs, mais des investisseurs locaux. C'est-à-dire que l'investisseur de la maison individuelle est très souvent un investisseur local. Donc l'intérêt d'une zone en rue, c'est que pour le primo-accédant, on a une TVA dédiée, qu'on était en loi CELIer, ce qui a permis de créer une mixité aussi sur ces maisons, puisqu'on a à peu près un tiers d'investisseurs, un tiers de primo-accédants et j'ai un tiers de monoparental, donc des gens seuls avec enfants qui ont pu venir dans cette zone en rue, devenir propriétaires de leur maison. Donc voilà, sur des petites parcelles, mais on s'est adapté. Et pour rebondir sur ce que M. Dimukili disait à juste titre, on avait jusqu'à maintenant, j'espère qu'on a changé les choses, la vision de gens qui ne terminaient pas les opérations. Ici, on est venu en faisant tout, c'est-à-dire qu'on a fait tous les aménagements extérieurs, pelouse, clôture, les accès, c'est-à-dire qu'on a tout terminé. Et là, en partenariat avec de la souffrance avec Madame Caron, parce qu'il y avait des soucis sur la ZAC, mais qui étaient palliés, voilà, avec une typologie de terrain qui était compliquée, mais on a tout fait, tout bien fait. C'est ça l'important, parce que tous les clients sont contents, on les revoit tous. Donc, on a été jusqu'au bout de la démarche avec l'aménageur. Et on n'est pas obligé de porter un projet en VFA pour aller jusqu'au bout de la démarche et tout finir. On l'a fait, nous, en tant que constructeur, sur la partie foncière privée, et l'aménageur a fait son travail, l'aménageur derrière. Et si c'était à refaire, qu'est-ce qu'il faudrait changer 15 maisons de plus, et je l'ai fait avec grand plaisir. Il ne faut rien changer. C'est notre première opération qui était super. Non, on n'a rien changé. On a juste appris à se connaître déjà sur cette première opération. Et comme le disait à juste titre Madame Caron, c'est que sur la deuxième, qui est la cartoucherie, on a des maisons en vente. On est arrivé sur une ZAC qui était déjà un petit peu décidée, mais où on a pu aussi amener un petit peu notre pierre à l'édifice avec notre réflexion, nos façades de maison, notre réflexion sur la typologie de nos clients, parce que ça, c'est important d'amener un aménageur aussi la vision des clients que l'on a, nous, au quotidien, parce que le client final, celui qui le traite au quotidien, c'est bien les constructeurs de maisons individuelles. Il faut que la maison lui plaise. Quelques mots sur ces maisons, justement. Est-ce qu'elles ont des traits particuliers ? On était parti sur une architecture très aboutie. J'ai la chance d'avoir une architecte à côté de moi, donc il y avait une vraie recherche là-dessus et c'était hyper plaisant en plus à faire. On arrivait sur des coûts de construction qui étaient un petit peu compliqués, on n'était pas tout à fait dans le marché avait beaucoup bougé, donc on a recalibré toutes nos maisons, on a recalibré le foncier comme l'a justement dit Madame Caron pour limiter les coûts, on a réduit un peu les terrains, on a revu un petit peu le règlement de la zone pour assouplir 2-3 choses, pour rendre ces maisons plus abordables. On n'a pas enlevé de qualité sur le produit ni sur les surfaces, mais on a retravaillé plein de choses qui ont permis que toutes ces petites choses mises bout à bout de resolvabiliser un certain nombre de personnes. Et preuve en est que là, on est reparti à la vente d'une manière très forte. Ça va bien se passer, je suis pas Donc ça va bien se passer, c'est parti. Donc voilà, c'est ça aussi de travailler avec des gens qui puissent comprendre nos problématiques. Et quand on travaille de concert, on a revu le projet. Le projet, je pense qu'architecturalement, il reste à peu près cohérent, même si ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait décidé au début, même 40 longtemps, mais voilà, on va arriver à les vendre, parce que c'est cette finalité-là, comme vous l'avez dit, dans un secteur qui est très tendu. Si on parlait de maisons abordables, on peut devenir propriétaire à partir de quel prix sur ces opérations-là? En gros, oui, sur Le Mans, intramuros, donc on est dans Le Mans, on a les premières opérations à 180 000 €, c'est ce que vous annoncez, on est dessus, foncier, maison terminée, on arrive sur ces budgets de 180 000 €. Mais il faut travailler le foncier, il faut travailler l'état, il faut travailler l'architecture, il faut tout optimiser. Mais pour ça, il faut qu'on soit dès le départ sur les opérations, quoi. Oui, juste un petit mot pour finir sur le côté écoquartier. En quoi ces quartiers-là se différencient des autres? Qu'est-ce que vous avez fait comme aménagement particulier? En fait, l'histoire de ce site, c'est une histoire qui est assez forte sur Cartoucherie, puisque comme son nom l'indique, c'est un ancien terrain militaire. Et donc, je vous avouerai que quand on a commencé à nettoyer et démolir, on a trouvé pas mal de blocos. Quelques réserves de cartouches aussi. Donc un sol très très pollué. Ce site, il a donc une histoire. Ce qui est difficile quand vous êtes aménageur, c'est de réécrire l'histoire sur un site. Donc c'est ce qu'on commence à faire.
Alors pourquoi écoquartier? Sur un site difficile, mais malgré tout avec énormément d'avantages, c'est-à-dire que on a conservé une pinède que les militaires avaient plantée et que l'on a retravaillé, défriché, replanté pour faire un très très grand jardin public qui est donc le poumon de ce quartier. Ce quartier il est situé, donc, comme je vous le disais, raccroché au tissu urbain existant, petite maison ouvrière, et il tourne le dos à la rocade principale du Mans. Et pour préserver ce futur quartier du bruit de la circulation, nous avons donc consacré toute la rive de l'opération à la réalisation de villages d'entreprise. Alors, double effet qui se coule, c'est-à-dire que pour les industriels, artisans qui sont maintenant sur place, puisque l'opération est très très bien engagée, c'est une vraie vitrine sur une voie très très passante, et ça forme une barrière acoustique naturelle. Et plus on se rapproche de ce quartier, plus on est sur une typologie de logement, petite maison de ville. Donc voilà déjà comment on a construit je dirais la typologie de l'opération. Et nous avons concentré les axes principaux donc au plus près des villages d'entreprise. Et plus vous avancez dans le quartier, plus nous avons privilégié les modes doux, c'est-à-dire pistes cyclables, jardins, nous enherbés, parcs publics, entre autres. Merci beaucoup. Merci Claude. Très joli projet. Donc, on va découvrir un autre projet, un petit peu différent avec vous, Antoine Lantilly. Donc, vous êtes, je retrouve mes fiches, voilà, c'est donc directeur général du groupe Dominique Charles, et vous avez travaillé sur une opération, alors vous me dites si je me trompe, qui est l'opération du Bois Brillant à Saint-Marc-du-Désert, et c'est une opération qui apparemment s'annonçait pas très très bien, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, on va peut-être reformuler les choses. C'est pas qu'elle s'annonçait pas très bien, c'est que le périmètre de ce qui avait été fixé par la collectivité a bougé. Voilà, c'est un petit peu là-dessus que je vais mettre le zoom. Hein, voilà. Alors, quelques slides, effectivement, on repasse du Maine-et-Loire à la Loire-Atlantique. On quitte Angers, puis on retourne sur Nantes. Et sur Nantes, voilà, on est situé à 25 km dans le nord-est de l'Agglo, hein, sur la commune, effectivement, de Saint-Marc-du-Désert. Et donc là-bas, alors je me fais le porte-parole de la collectivité. Madame le maire n'a pas pu venir effectivement aujourd'hui. Mais voilà ce qu'on peut dire effectivement si on avait une photo un peu à faire de la communauté de communes et de la commune en particulier de Saint-Marc-du-Désert. Donc là, ce slide-là, ça illustre de façon très rapide, mais ce qui se passe sur la commune depuis 2006. Alors on peut peut-être afficher un petit peu, il y a je crois que 2-3 petits textes aussi qui sont relatifs à la production. Voilà, hein. L'idée, c'est pas il y a eu beaucoup de chiffres ce matin, donc c'est pas d'en rajouter, mais c'est plutôt de démontrer que c'est une commune, une communauté de communes dynamique. Hein, donc Saint-Marc-du-Désert, 5000 habitants, on est une comcom de 50 000 habitants, grosso modo. Et on est situé, alors c'est d'autres enjeux. Là, on n'est plus dans l'agglo sens strict, hein, on est en troisième couronne hein, pour certains, dans le périurbain. Et là-dessus, donc en 2013, 704 logements. Je vais y revenir, si on peut passer justement au slide suivant. Une projection, alors là c'est pas précisé, il y a un petit bug, mais vous voyez le PLH, le plan local de l'habitat, qui était donc sur 2006-2012, partait sur un objectif de 360 logements, et c'est du logement en accession sociale. Donc c'était bien sur cet objectif-là, et c'est là-dessus que je souhaiterais qu'on précise, et puis effectivement même que l'ensemble de la salle puisse faire part aussi de ces remarques ou de ces échanges-là. 350 logements en accession sociale étaient donc annoncés, et je dis bien à ce jour. Donc là, on était sur le PLH 2006-2012. À ce jour, 154 ont été financés. Donc, ça amène à la petite affirmation que je retrouve après là sous forme d'interrogation. Pourquoi effectivement on arrivait à moitié moins de l'objectif initial. Finalement, pourquoi cet échec. Donc c'est là-dessus que je vous... Voilà. Tout à fait. Merci pour la précision.
Alors cet échec-là, on peut justement revenir là sur une opération, celle justement du Bois-Brillant à Saint-Marc-du-Désert, qui se présente de cette forme-là. Alors on n'est pas sur un écoquartier, mais et on n'est pas sur un aménageur effectivement public. Voilà. C'est un adhérent du SNAL avec lesquels on travaille, on a des partenariats. Et donc là, c'est ce que j'ai fait figurer ici. On est sur la deuxième tranche de cette opération, avec 56 logements de programmés, et une répartition qui est la suivante, 65% de lots libres de constructeurs, donc là c'est classique, je dirais notre job de CMiste habituel, et puis 35%, où là on regroupait, alors là c'était bien les indications du PLH précédent, évidemment, celui que je détaillais tout à l'heure, avec l'objectif que j'ai rappelé, qui était de ventiler 35% de logements sociaux. Alors 35% de logements sociaux, je voulais aussi mentionner, avec une répartition, alors on n'additionne pas 16 et 19, c'est bien 16% des 56 logements, donc en accession sociale, d'accord, donc là ce qui représentait sur l'opération en valeur absolue 9 logements, et puis sur les 35% de logements sociaux, une autre ventilation sur du locatif social qui portait là sur 19%, donc une dizaine de logements précisément. Et c'est là-dessus que je voulais un petit peu zoomer et apporter des éléments de réponse sur la problématique qui s'est posée à l'heure actuelle. Il y a eu des choses qui ont été dites tout à l'heure là, sur l'exemple du Mans, un équilibre économique, enfin plutôt une conjoncture économique qui s'est tendue, qui s'est compliquée, et du coup l'impossibilité de résoudre l'équation là-bas, de produire de l'accession sociale. Donc je dis bien, impossibilité de produire de l'accession sociale. Alors là, ça veut dire quoi? Que clairement, la communauté de communes fait le tour de l'annuaire, de l'agenda, contacte les différents bailleurs sociaux, puisque là, c'est bien une production inhérente au bailleur social. Et puis, les uns à la suite des autres, les bailleurs sociaux déclinent l'offre, puisque disant... alors on arrive à la conclusion là que je vous ai un petit peu préparé, mais disant nous on peut pas, on ne sait pas faire ce genre d'opération. Bon, alors c'est gênant puisque effectivement c'est prévu au PLH. Donc c'est quoi l'alternative? Quel est le plan B? Comment on peut décoincer, je dirais, la situation? Comment ça peut fonctionner? Comment? Voilà. Comment? Alors, c'est pas comment ça marche, mais c'est comment ça peut fonctionner. Donc le comment, alors le pourquoi déjà ça marche pas, c'est ce que je vous ai rappelé ici. On parle bien d'accession sociale, donc de dispositifs PSLA, dit PSLA. Et vous le voyez, c'est ce que je vous ai résumé là succinctement, une opération qui, par le bailleur social, sort, malgré le levier de TVA qu'on évoquait là en zone en rue, mais là qui est destiné donc au PSLA, à l'accession sociale, une TVA minorée à 5,5, mais un produit qui sort à 153 000 euros TTC. Et un produit complètement équivalent, là, c'est là où on pioche, je dirais, dans la boîte à outils de notre démarche, la commune, on parlait de la maison abordable sur le 72, là c'est un autre témoignage sur le 44, on pioche effectivement dans la boîte à outils de la maison abordable. Et on pioche quoi? On pioche tout simplement ce qui fait notre métier historique de constructeur de maisons individuelles, un lot libre, un lot classique à 40 000 euros, ce que je vous ai mentionné, et puis une maison en CCMI, de la même façon, on contractualise de façon CCMI à 120 000 euros. Et on arrive à un prix de sortie de 160 000 euros TTC. Petite soustraction, 160 000 euros, 153 000 euros, il y a 7 000 euros de delta, il y a un gap aujourd'hui qu'un bailleur social, quand il se positionne sur ce type d'opération, ne peut pas supporter, puisque là il est plus, je dirais, bailleur social, mais il est promoteur. Il est promoteur, donc on l'a dit tout à l'heure sur le montage en VFA, c'est des risques. Et aujourd'hui, effectivement, le risque n'est plus pris pour une zone, un contexte, un environnement qui aboutit à celui-là. Alors, mon propos, c'est pas du tout de dire que le PSLA n'est pas un outil adapté. Pas du tout, loin de là, sur les zones tendues, sur l'agglo, c'est des choses qui marchent très bien. Par contre, là, qu'est-ce qui se passe? On est sur un endroit où on a déjà, finalement,
une forme d'accession sociale qui se fait, de fait, qui est inhérente à notre montage, nous, lotissement ou aménagement et CCMI. Donc, les choses marchent très bien sans que le PSLA ait besoin de s'activer. Donc, on est arrivé, donc, si on passe au slide suivant, à la conclusion suivante, hein, c'est que finalement, l'objectif initial a été revu. On parlait tout à l'heure avec Claude, avec Madame Caron, de concertation, le plus en amont possible, que finalement tous les acteurs en présence échangent. C'est ce qui s'est passé effectivement entre du coup l'aménageur évidemment, lui très en amont avec la collectivité et du coup le constructeur, nous. Et on est arrivé donc à une modification je dirais de la répartition sur le logement en accession sociale, qui a donc basculé en logement abordable. Et ces logements abordables, ça fonctionne comment Alors, je dirais de la même façon que ce qui a été décrit là, tout à l'heure, c'est-à-dire que on lance une pré-commercialisation qui est faite, je dirais, de concert entre l'aménageur, la collectivité. Il y a une convention qui est montée, hein, si on rentre après dans les modalités. Alors c'est là où justement, je crois que beaucoup d'élus aujourd'hui de collectivités ont besoin aussi d'un accompagnement. Sur des grosses agglos, des grosses métropoles, il y a déjà des conventions qui ont été établies. Je dirais que là, il y a une vraie définition. On parlait de définition ce matin de l'étalement urbain. Là, c'est pareil. Si vous me demandez une définition du logement abordable, il n'y en a pas. Il n'y a pas de définition unifiée. Il n'y a pas une nomenclature là. Donc là, je dirais tout reste un petit peu à faire. Et je dirais souvent, et c'est un peu le drame aussi, c'est qu'au cas par cas, en fonction des Comcom ou des PLH, il y a une définition qui est très variable, qui est très élastique, quoi. Hein. Mais la nôtre, en fait, c'est celle de ce qu'on retrouve autour d'Aglo. Hein, on reste, je dirais, fidèle à ce qui fonctionne sur le PDH, hein, de façon générale. C'est produire des logements en dessous du prix du marché. Alors en dessous du prix du marché, à hauteur de 20%. En général, c'est ça, de ce qui se pratique dans l'accession libre. Hein. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est ce que je vous ai remis un peu en guise de conclusion, c'est que avec cet échange, on arrive, gérer la collectivité a tenu compte de ce montage, en disant, voilà, le coup d'après, la prochaine définition du PLH, on peut la revoir. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, effectivement. Nos méthodes, on peut les changer. Les choses qu'on écrit, on peut en revenir dessus, les amender. Hein, voilà. Donc là, on est en plein dedans. Je vous ai remis un extrait du PLH, mais là sur l'intervalle 2013-2018, en soulignant effectivement en gras que là, maintenant, il est bien. Alors, je crois que c'est dans l'axe 3 là, du PLH. Il est bien précisé que sur la question sociale, on peut privilégier effectivement le PSLA, piocher dans cette boîte à outils-là qui correspondra à tel ou tel besoin, tel ou tel secteur. Hein. En plus, on est sur des Comcom qui sont très hétérogènes, donc ça peut correspondre. Et puis, effectivement, il a été aussi introduit cette notion de terrain ou de logement abordable. Donc là, c'est bien écrit noir sur blanc, et ça permet effectivement, dès le départ, de pouvoir piocher cette carte-là dans l'aménagement concerné, quoi. Merci. En fait, en d'autres termes, ce sont des systèmes qui ne peuvent marcher que s'il y a une concertation entre les différents opérateurs, les aménageurs, les élus. Très important. Oui. Ouais, je vais bien rebondir dessus et sur ce que vient de dire Antoine, c'est que aujourd'hui, on est bien dans un colloque Union des maisons françaises et on est là pour défendre notre contrat de construction, comme l'a dit Patrick, et c'est uniquement et grâce à notre contrat de construction que l'on peut travailler en concert avec des aménageurs, des bailleurs sociaux qui vont nous demander d'avoir des sécurités juridiques pour eux-mêmes ou pour les clients sur lesquels ils vont porter, que ce soit en locatif social, en accession sociale. Donc si on n'avait pas ce contrat de l'Union des maisons françaises qui est hyper sécurisé tel le contrat de VFA, on ne pourrait pas travailler en partenariat avec tous ces aménageurs ou avec les bailleurs sociaux ou avec qui que ce soit. Donc je pense que notre contrat à l'Union des maisons françaises, il faut le défendre et il a une importance majeure. Sans lui, on ne peut rien faire. La deuxième chose, c'est que plus on monte tôt dans les opérations, plus on se rend compte qu'on peut arriver à trouver, en mettant plein d'acteurs autour de la table, des économies d'échelle non négligeables. C'est-à-dire qu'il y a le produit, il y a le foncier, mais il y a tout ce qu'on va en faire et comment on va créer cette harmonie. Il y a l'harmonie sociale que l'on veut en faire, tout le monde en parle, mais si chacun en parle de son côté, on ne peut pas y arriver. Et ce qu'on est en train de mettre en place avec Madame Caron, c'est sur cette nouvelle ZAC où si la ZAC est à peu près dessinée à 80%, on a des gros macrolots que l'on va prendre avec un bailleur, un constructeur, un aménageur
y compris peut-être un promoteur, pour imaginer sur cette zone comment on peut fonctionner et arriver à y mettre de la maison individuelle, parce qu'on voit bien qu'y compris le logement social a fini de trouver sa butée sur de l'hyper-dense. On voit bien que même eux n'en veulent plus parce que ça coince, y compris dans des zones. Personne n'en veut, de toute façon. Je crois que plus personne n'en veut, mais voilà. Donc il faut bien qu'on trouve des artifices pour y remettre la maison, ce que les gens ont vu, au moins du logement individuel. Et je crois que si on est vraiment en début de phase et de travailler sur ça, on peut trouver des solutions économiques pour pouvoir remettre du logement privé sans consommer du foncier pour autant, mais arriver à trouver une vraie harmonie et des solutions économiques. Et le contrat de l'Union des maisons françaises, sans lui, on ne pourrait pas travailler comme on l'a fait, avec nous un contrat juridique pour le client et un aménageur qui vend son foncier, ou pas travailler pour un bailleur, c'est impossible. Merci beaucoup, Claude. Vous vouliez ajouter un petit mot avant qu'on donne la parole à Madame Pergeline pour qu'elle nous explique comment les élus travaillent dans cette logique-là. Merci. Juste un échange d'expérience, puisque c'est un peu la règle du jeu aussi aujourd'hui par rapport à l'accession sociale ou le logement social. De vous faire part de l'expérience de la ville du Mans et de l'agglomération du Mans. C'est vrai que le PLH est inscrit dans le marbre. Cependant, la collectivité, pour favoriser l'accession sociale, met au pot. Alors, de deux manières. C'est assez étonnant parce qu'on va se retrouver dans les chiffres que vous avez annoncés, le fameux delta de 7 000 euros. Eh bien, justement, ce delta de 7 000 euros, parce qu'on est sur des produits à peu près identiques en termes de prix de vente, c'est la ville du Mans qui donne au bailleur social un ticket d'entrée de 7 000 euros, justement, pour faire ce type de produit. Mais en plus, et c'est là que je vois que nos bailleurs sociaux, que je chiffonne très régulièrement en leur disant qu'ils sont bien privilégiés sur le territoire, et j'en ai la preuve, c'est qu'en plus, il y a sur l'agglo, à la demande des élus, des avantages sur le prix de foncier. C'est-à-dire que là où je vais vendre à Claude Tourteau 150 euros le mètre carré de terrain, je vais le vendre à 35 euros en logement social et 65 en accession sociale. Ça veut dire que le bailleur social a 2 cliquets financiers qui lui permettent de sortir ses produits. Et pour finir, j'irai assez vite parce que le thème de la maison abordable ou l'accession abordable est un sujet intéressant qu'on est en train de travailler avec les élus. Dans le parcours résidentiel, effectivement, vous avez le logement social, l'accession sociale, et puis ensuite vous avez le logement. Entre les deux, il manque bien ce maillon-là, qui est la maison dite abordable, désirable, durable, on va l'appeler comme on veut. Et on est en train de réfléchir avec les élus de l'agglomération mancelle à trouver un cliquet financier, notamment sur le foncier, pour aider au développement de ce type de produit. Merci beaucoup. Alors, Madame Pergeline, vous êtes directrice de l'Association des maires de France pour la Loire-Atlantique. Quelles sont les actions que votre association met en œuvre pour sensibiliser les élus aux problèmes de logement en général et surtout de logement des familles et surtout encore des familles qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent? Bien, tout d'abord, il y a eu les élections municipales au mois de mars 2014 et donc on a vu arriver dans notre département 52% de nouveaux élus, de nouveaux maires. Donc un assez fort taux de renouvellement. Donc nos actions vers ces nouveaux maires, ça a tout d'abord été les universités des maires de France, donc organisées en partenariat avec l'Association des maires de France et Mairie 2000. Et ces 2 journées, on a fait 2 universités des maires en Loire-Atlantique, ont été l'occasion pour les élus de découvrir un certain nombre de thèmes de formation. Donc, en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, il y avait un module sur l'urbanisme, un module sur les outils de maîtrise du foncier, des modules sur la fiscalité de l'urbanisme. Donc voilà, ça a permis tout d'abord de les sensibiliser. C'était un premier pas. Ensuite, nous avons également organisé une réunion sur la loi Allure. Et puis, c'est vrai que moi, je souhaitais creuser un petit peu plus le sujet. Donc, au mois d'octobre 2014, nous avons organisé une journée consacrée à l'aménagement, à l'habitat et au logement. Et là, c'était un petit peu un challenge parce qu'on m'a dit que j'étais très ambitieuse dans mon programme. Je voulais réunir un peu tous les acteurs qui tournent autour de l'aménagement, du logement et de l'habitat. Donc ça s'est déroulé sur une journée.
On a fait intervenir la DTTM par rapport aux nouvelles mesures gouvernementales. On a également fait intervenir le Conseil général par rapport au plan départemental de l'habitat qui venait d'être renouvelé. On a fait intervenir les géomètres sous les outils de maîtrise du foncier, l'établissement public foncier qui est un nouvel outil également à disposition des élus pour faire du portage foncier. Nous avons fait intervenir le CAUE, les aménageurs publics, les aménageurs privés. C'est la formation, c'est plus voilà. Et donc l'après-midi, c'était plus consacré au logement et leur montrer qu'il y avait une offre diversifiée de logements. Donc il y avait d'une part sur le logement social l'USH. Nous avons fait intervenir la maison abordable également comme une solution pour les élus. Le point de vue de l'architecte également, qui se sont exprimés. Donc, l'idée de cette journée, c'était que tous les acteurs se rencontrent, se connaissent, et que les élus connaissent tous les outils qu'ils avaient à leur disposition pour travailler correctement, leur donner des clés. Voilà. On retrouve en fait l'esprit de concertation dont les précédents intervenants parlaient. Apparemment, c'est la bonne façon pour avancer, pour satisfaire les besoins en logement des familles. Tout à fait. Je pense que c'est important que les gens se rencontrent. Et l'Association des maires de France est là pour ça. Et donc, ça correspond à une attente des élus. Et ça permet qu'ils rencontrent aussi les professionnels. Voilà. Et qu'ils se parlent, qu'ils échangent et qu'ils arrivent à trouver des points de convergence. Voilà. Et ces élus ont été réceptifs à ces efforts que vous avez faits? Ah oui, je pense, tout à fait. Oui, parce qu'on a des très bons retours. On a un très, très fort taux de participation. Et donc, on continue dans cet objectif-là. L'idée étant de creuser après sur chaque thématique. On est bien évidemment alors là pour leur répondre sur une thématique plus précise s'ils souhaitent qu'on aille un petit peu plus loin. D'ailleurs, on m'a dit que j'étais très ambitieuse. Alors, c'est quelque chose qui pourrait être dupliqué dans d'autres départements, parce que j'ai fait ça. La Mairie 2000, l'Association des maires de France, a un peu une boîte à outils aussi avec des modules de formation pour les élus. Et moi, j'ai pris le module logement et le module outil de maîtrise du foncier, mais je l'ai un peu adapté à mes besoins au niveau du département. Et à l'AMF nationale, on m'a dit que c'est quelque chose qui pourrait être dupliqué et rajouté dans leur module de formation qu'ils proposent aux élus sur le territoire national. On attend ça avec impatience. C'est la question justement que j'allais vous poser. C'est une démarche qui est appelée à prendre beaucoup d'ampleur. J'espère. Enfin, du moins, mes collègues peuvent copier sur moi. Et d'ailleurs, j'étais un petit peu précurseur dans mon département, puisque lors du Congrès des maires de France à Paris, il y avait un atelier justement sur le foncier et sur le logement qui reprenait exactement les thématiques que nous avions traitées au mois d'octobre. Voilà, donc ça correspondait effectivement tout à fait à la démarche. Et puis, on poursuit. Donc, on a également fait une réunion sur la transition énergétique. Hein. Et là, même chose avec tous nos partenaires, les professionnels. Et on en a profité pour visiter à cette occasion ma maison pour agir avec Michel Chevalet, qui nous a fait le plaisir de venir à Trélières, voilà, découvrir la maison. Et donc, tout ce qui est performance énergétique dans l'habitat, mais ça fait aussi partie des préoccupations des élus. Et là, on a fait une réunion technique suivie d'une visite de ma maison pour agir. Et nous allons continuer dans cette démarche et continuer les réunions de formation. Il y a mon collègue du département du 49 qui est présent dans la salle avec son président. Et c'est vrai que nous essayons de travailler beaucoup sur la base de la région des Pays de la Loire. Et je pense qu'ensemble, nous avons une ambition commune de développer la formation des élus dans notre région et plus spécialement entre le 49 et le 44 et d'avoir des actions communes. Merci. Donc ça veut dire qu'il y a un réel besoin de formation des élus sur, c'est vrai, des questions qui sont quand même très complexes, parce que ça fait intervenir énormément de choses, soit de l'urbanisme, la performance énergétique. Tout à fait. Et si on ne veut pas qu'ils soient... Bon, c'est vrai qu'il y a les techniciens dans les collectivités. On travaille d'ailleurs en partenariat avec eux. Et donc mardi, on a eu une réunion sur la réforme territoriale et sur la mutualisation des services avec la TTF, l'Association des techniciens territoriaux de France, et le CNFPT, qui est l'organisme de formation des fonctionnaires territoriaux. Mais ça correspond vraiment à un besoin, surtout en début de mandat. Et si on veut avoir des élus qui sachent de quoi ils parlent, c'est important qu'ils viennent effectivement à nos réunions. Oui, parce qu'ils sont décisionnaires, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est important que le politique reste dans son rôle de politique, mais que les techniciens ne prennent pas forcément le pas sur le côté politique et que les élus soient vraiment décideurs en la matière.
Et vous avez déjà des retours sur ces modules de formation, qu'on pourrait les appeler Je dirais que globalement, les élus sont quand même très satisfaits, puisqu'on continue de faire des réunions et on a quand même à chaque fois entre 70 et 120 personnes. Donc effectivement, ça correspond vraiment à un vrai besoin. Merci beaucoup.